Bonjour, je suis Gilbert Daouet des éditions Avatar. Je suis aujourd'hui avec Modeste Schwartz. Avec cette émission, nous commençons une nouvelle série intitulée Schwartz voix noire, les chroniques de Modeste Schwartz. Pour l'instant, cette série est apériodique. Nous déciderons les prochaines semaines, bien entendu avec notre ami Modeste, la fréquence qu'on donnera à ces émissions. Tout d'abord, pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, cher Modeste, est-ce que tu veux te présenter? Je pense que la façon la plus simple de me présenter, c'est de me présenter à travers mes ouvrages, puisque ma vie antérieure à leur écriture n'a probablement pas un énorme intérêt pour eux. Dans une vie antérieure, j'étais un universitaire, un linguiste, plus exactement, ce qui m'avait, du fait des langues que je pratiquais, amené à pratiquer à vivre aussi tout simplement de traduction, puisque bon, avec certaines idées et une certaine liberté de parole dans les universités, assez vite on cesse d'être le bienvenu. Et ces traductions étant des traductions de langues centre-européennes, une partie de l'Europe où je m'étais d'ailleurs installé il y a déjà plus de 15 ans, j'ai aussi été amené à écrire sur l'histoire et l'actualité et la réalité de ces pays. Une partie de cette activité de publiciste, la partie francophone, les textes écrits en français sont peut-être connus d'une partie des auditeurs qui ont pu les trouver, les lire dans les colonnes du Visegrad Post, publiées en français mais à Budapest. Et c'est comme ça que j'arrive à cette année 2019 où j'ai écrit mon premier essai de réflexion, disons, sociale, politique et philosophique, qui s'intitulait, qui est donc paru début 2020, d'ailleurs en plein pendant le premier confinement, mais le texte avait été bouclé avant le Covid, hein, donc ça je tiens à le préciser, ça n'est pas un commentaire d'actualité, ou dans la mesure où il y a des éléments d'actualité sociale, politique, etc., ils remontent tous à l'avant Covid, à l'ère pré-covidienne. Donc voici dans la deuxième édition, dans sa deuxième édition, avec la couverture de la deuxième édition, on en est déjà à la deuxième édition, cet essai intitulé Yin, que je concevais pas à l'époque, qu'au tout début je concevais même pas comme un ouvrage, et d'ailleurs sa structure le reflète encore cela, dans la mesure où c'est un texte, pour le dire gentiment, je pense qu'on le décrira comme aphoristique, hein, ce qu'on dit parfois d'un certain nombre d'ouvrages de Nietzsche, ce qui est une manière assez gentille de dire que c'est une collection de textes relativement indépendants et que bon, bah, si quelqu'un avait eu l'idée saugrenue d'en produire une imitation ou une variante apocryphe, il faudrait, comme pour les écrits de la Bible, rassembler un synode où les évêques de l'Église yinienne seraient amenés, mais de manière totalement arbitraire, à décider quel texte garder pour la prochaine édition et quel texte rejeter ou déclarer apocryphe, sans pouvoir réellement s'appuyer pour cela sur des traits organiques, des traits de structure. Arrive à ce moment-là sur nous l'ère covidienne, qui m'inspire un deuxième ouvrage paru chez le même éditeur, Culture et Racines, auquel revient le mérite finalement d'avoir fait de moi un écrivain, puisque c'est, ce sont les encouragements de cette maison d'édition qui m'ont déjà amené à faire de Yin un volume. Euh, de même, l'idée du deuxième ouvrage, donc peut-être le plus connu de mes ouvrages jusqu'à présent, qui est Le Magicien de Davos, l'idée est venue de moi, mais elle a été reçue avec beaucoup d'enthousiasme et des encouragements aussi par mon éditeur Culture et Racines. C'est un texte qui se voulait avant tout un commentaire philosophique, politique et même par endroits simplement philologique d'un autre texte qui est dû, alors là, à deux auteurs incomparablement plus connus mondialement, qui sont Klaus Schwab, le président du Forum dit économique, dit mondial,
parfois aussi dit Forum de Davos, parce qu'il organise chaque année à Davos ce fameux grand rot oligarchique au cours duquel on décide et on annonce tellement de choses concernant aussi notre existence à nous qui ne sommes pas invités. Et donc, en l'écrivant et en le publiant, je n'avais pas vraiment conscience du lien pourtant nécessaire, parce que finalement, quand on écrit de manière un peu sincère et un peu en rapport avec son époque, dans la même perspective, finalement philosophique, deux ouvrages de suite, forcément, il va y avoir des recoupements, des cohérences, mais je n'avais pas encore conscience vraiment d'un lien textuel entre Yin que la critique avait accueilli, d'ailleurs pas avec un enthousiasme démesuré, comme un énième essai sur, ou plus exactement contre le féminisme, ce qui était une description assez réductionniste de son contenu. Mais bon, c'est ce que les lecteurs ont compris en le lisant, ou du moins en lisant des parties, j'imagine. Et donc, effectivement, entre un essai contre le féminisme et un commentaire de texte, là déjà beaucoup plus structuré, parce que le texte qu'il commente lui-même est très structuré, portant sur Klaus Schwab, le Forum économique mondial, la révolution oligarchique en cours, à l'époque sous le nom de crise sanitaire, aujourd'hui sous le nom de crise ukrainienne. Bon, alors les prétextes, le narratif évolue, mais finalement, on se rend bien compte que c'est toujours à peu près la même opération. Et c'est vrai aussi que ce qui m'empêchait de voir l'unité des deux ouvrages à l'époque, c'était que autant en écrivant Yin, j'étais un peu dans une sorte de d'atemporalité tout à fait relative. C'est-à-dire, je commentais des phénomènes qui, pour moi, s'étaient affirmés dans le courant de décennies, voire de siècles, dont j'imaginais mal qu'on puisse inverser des tendances ou qu'on puisse y changer quoi que ce soit en réalité, au moins dans l'horizon qui est celui de nos vies humaines, qui se mesurent en décennies. Bon. Alors que quand je me suis mis à écrire Le Magicien de Davos, là, je commentais à l'hiver 2020-2021 un texte qui était paru à la charnière des mois de juin et de juillet 2020. Donc c'était tout à fait à chaud. Le chapitre crise sanitaire de la grande réinitialisation battait son plein. En réalité, c'était le début de la campagne des injections. Et donc, je concevais ce texte d'une certaine manière comme un brûlot, comme un pamphlet. J'imaginais apporter une contribution, alors certes modeste, parce que quand on adopte le ton et le style de la philosophie, forcément, on n'aura jamais l'audience, au moins en termes quantitatifs, qui est celui de discours, on va dire, prononcé sur la tribune des grandes manifestations de Florian Philippot par tel ou tel publiciste. Moi, j'ai jamais été invité à ce genre de tribune, j'ai pas prononcé de discours, mais je considérais qu'au moins, pour fournir du contenu, en quelque sorte, au discours qui était celui des protestataires, ma réflexion serait une contribution utile. Quant à savoir quelle en a été finalement l'utilité réelle, il est probablement trop tôt pour le dire. En tout cas, si elle se mesure en termes d'audience et notamment d'exemplaires vendus, je ne pense pas que ça a été vraiment ce que des heideggeriens appelleraient une contribution historique, tout au plus historiale et encore. Et puis surtout, indépendamment du rôle de mon ouvrage dans ce grand mouvement que certains ont poussé la grandiloquence jusqu'à appeler le grand réveil, hein, donc il y a même un essai de Dugin de 2021 qui porte ce titre, hein, le grand réveil contre la grande réinitialisation. Bon. Et force m'a été de constater dans l'année qui a suivi la parution, donc au printemps 2021, de Mon magicien de Davos, que ce mouvement de protestation, de révolte des peuples, comme aurait dit Alain Soral, hein, demain la gouvernance globale ou le réveil des peuples, bon, que ce réveil, en gros, ne s'est pas produit. Alors, il y a eu de la protestation, ça et là. Il y en a eu en France autour de Florian Philippot. Il y en a eu et remarqué mondialement en Amérique du Nord, notamment au Canada. Il y en a eu dans le monde scandinave et à divers endroits de la planète. Mais finalement, on peut dire dans l'ensemble que l'agenda oligarchique a été respecté plus ou moins, que la révolution des élites est passée, la révolution par en haut, hein, la top-down revolution, suivant une méthodologie qui
à 80-90%, pas totalement, c'est vrai, parce que ça n'a pas totalement réussi, mais ça reste la méthodologie du soft power. Hein, une idée acclimatée en France d'ailleurs par un certain essayiste Huyghe, je crois, qui est mort très récemment, acclimaté donc il y a une quarantaine d'années. Et c'est-à-dire qu'en gros, Davos et ses menus marionnettes gouvernementales hein, qui monopolisent évidemment, comme toujours, l'attention, donc ces gens que le spectacle nous vend sous ces noms de Macron, Draghi, von der Leyen, etc. Voilà, ont réussi à suivre leur agenda et à l'imposer et à le faire accepter de force, mais avec un minimum de violence, il faut le dire. Et de ce point de vue, pour moi, un événement probablement charnière, c'est-à-dire en fait une douche froide. Le contexte actuel se prête évidemment à utiliser Soit- l'expression particulièrement sobering, hein, qui m'a vraiment fait réfléchir, ça a été le fameux référendum suisse, qui n'est pas la seule élection de l'ère covidienne qui se soit soldée finalement par un triomphe, alors plus ou moins marqué, des forces covidistes. Hein, c'est une longue série qui d'ailleurs se clôture, on peut dire, sur la réélection assez mauvaise, on va dire, pas très réussie, mais quand même la réélection d'Emmanuel Macron, Exact. principal poulain gouvernemental du Forum économique mondial, qui, bon, dans des conditions qu'on peut commenter, et puis voilà, mais a tout de même réussi à décrocher son deuxième mandat après tout ce qu'il avait fait aux Français, et il continue, évidemment, il accélère même. Il aurait bien tort de ne pas le faire maintenant qu'il a reçu son chèque en blanc pour le deuxième mandat. Et donc, face à cette réalité dégrisante, voilà, le mot français qui ne me revenait pas à l'esprit avant, j'ai été obligé de remettre l'ouvrage sur le métier, d'interroger une grande partie des présupposés non dits qui étaient aussi les miens, qui sont ceux de l'époque, mais dont finalement, je me suis rendu compte à cette occasion que j'en partageais encore beaucoup trop pour pouvoir me prétendre lucide. Et pour le dire vite et de manière assez caricaturale, j'ai dû finalement remettre en cause ma croyance, très largement partagée par notre époque, en un certain nombre de dogmes démocratiques. À partir de là, évidemment, que c'est un fil. Si on se met à tirer sur un fil comme ça, la pelote qui, Continue à qui, se qui, qui, dérouler. qui vient et qui se déroule est absolument énorme. Parce que finalement, et c'est ce que m'a confirmé d'ailleurs une relecture ou disons l'approfondissement de lecture antérieure d'un philosophe français, pas d'origine française, mais finalement français, naturalisé, qui est Alexandre Kojève, qui m'a aidé simplement à formuler, à mettre des concepts philosophiques précis sur cette intuition qui, pour moi, date de la deuxième moitié de l'année de 2021. Ce troisième ouvrage est intitulé Covid. Justement, donc son dernier ouvrage et le troisième s'appelle Covid. Alors, est-ce que du magicien de Davos à Covid, est-ce que finalement tu passes de la politique à la philosophie? On aurait pu avoir l'impression, et d'une certaine manière je l'avais moi-même, qu'en passant de Yin au magicien de Davos, j'étais en quelque sorte passé d'une catégorie qu'on désigne souvent de manière un peu... c'est un fourre-tout, bon, comme la critique de la société ou la description critique des évolutions sociales, genre chéri de tous les réactionnaires. Hein. C'est déjà un genre assez ancien dans la littérature philosophique occidentale. Et que donc j'étais passé de ce genre un peu intemporel à un genre beaucoup plus politique, avec des liens directs dans l'actualité politique la plus brûlante, en commentant donc le programme de Davos. Rétrospectivement, je me suis moi-même étonné en trouvant dans cet ouvrage que bon, la perception commune avait étiqueté de critique du féminisme, des passages qui, pour des textes écrits les derniers fin 2019, donc en tout état de cause avant ce qu'on a appelé la crise sanitaire, étaient, sans m'envoyer d'immodestes fleurs, assez prophétiques. Et là, j'en ai notamment retrouvé un, donc vers la fin
de Yin. C'est un chapitre intitulé Greta Thunberg, Sophia réchauffiste d'une gnose réchauffée. Ce chapitre commençait par une épigraphe, comme tous les chapitres de Yin, et d'ailleurs tous les chapitres du magicien, et d'ailleurs tous les chapitres de Covid. C'est une manie que j'ai, j'aime bien les épigraphes. L'épigraphe était pris, comme la plupart des épigraphes de Yin, à l'ouvrage que je considérais comme précurseur en la matière, qui était ma principale source d'inspiration, qui sont l'ouvrage intitulé Premier matériau pour une théorie de la jeune fille, qu'on doit au collectif Tikkun. Je ne résiste pas à la tentation, ça prend un tout petit peu de temps de lire cette épigraphe, puisque le collectif Tikkun, sans que je sois toujours à 100% d'accord, mais il faut leur reconnaître un art de la formule, le talent de concentrer des idées en très peu de phrases. Bon. Je lis donc cette épigraphe. À mesure que le formatage jeune-filliste se généralise, la concurrence se durcit et la satisfaction liée à la conformité décroît. Un saut qualitatif s'avère nécessaire, un Great Reset. L'urgence, c'est moi qui ajoute évidemment Great Reset. L'urgence impose de s'équiper d'attributs neufs autant qu'inédits. Il faut se porter dans quelque espace encore vierge. Un désespoir hollywoodien, une conscience politique de téléjournal, une vague spiritualité à caractère néo-bouddhiste ou un engagement dans n'importe quelle entreprise collective de soulagement de conscience feront bien l'affaire. Les gens de Tikkun, principalement Julia Coupa, hein, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt, écrivent ça à une époque où il me semble que Greta Thunberg n'est pas encore connue du grand public occidental. À mon avis, elle doit aller à l'école primaire hein, au moment où c'est écrit. Ainsi éclos, trait à trait, la jeune fille bio. La lutte pour la survie des jeunes filles s'identifie dès lors à la nécessité du dépassement de la jeune fille industrielle, à la nécessité du passage à la jeune fille bio. Contrairement à son ancêtre, c'est-à-dire à la jeune fille industrielle, la jeune fille bio n'affiche plus l'élan d'une quelconque émancipation, mais l'obsession sécuritaire de la conservation. Hein, donc, tous fliqués, tous protégés, tous enfermés, tous protégés. À vrai dire, j'étais en train de me lancer des fleurs en disant que le programme davosien de la grande réinitialisation est déjà contenu dans mon yin de 2000, fini en 2019, mais publié de début 2020. Mais à vrai dire, c'est un peu frauduleux parce qu'en réalité, c'est déjà dans les premiers matériaux pour une théorie de la jeune fille de Tikkun, qui a 15 ans de plus, me semble-t-il. Dans ce chapitre, j'écrivais pour ma part, là pour le coup, c'est moi-même que je cite, la figure tutélaire de ce féminisme transitoire. Je parle du féminisme que critique par exemple mon collègue d'édition Philippe de Vulpière, alors c'est encore un homme qui a le sens de la formule, il parlait de l'extension du domaine de la pute. Et alors moi, le seul reproche que je lui fais à l'époque de Yin, c'est de dire oui, c'est très bien, c'est très juste ce critique du féminisme, simplement c'est le féminisme finalement des années 60, 70, 1980. C'est-à-dire qu'au moment où Vulpière publie son livre, en réalité, c'est déjà une forme morte. C'est-à-dire que c'est un livre d'actualité très intéressant, mais sur le passé. Et donc, je poursuis. La figure tutélaire de ce féminisme transitoire étant celle de la putain, je fais évidemment référence à la dialectique de la maman et de la putain due au film du même nom. On peut en effet, pour reprendre la savoureuse expression de Vulpière, décrire cette période, ce dernier râle de la modernité, comme extension du domaine de la pute. La pute étant, dans les sociétés où la prostitution n'est pas sacralisée, une incarnation de la fausse conscience. Elle suce pour de l'argent, mais n'embrasse que par amour, et apparemment jamais les mêmes. Robin des Bois schizo, elle se laisse voler sa propre innocence par des clients pour mieux l'offrir en sacrifice à son Mac, c'est-à-dire au séducteur. Elle participe à des manifs féministes où quelques pionnières du postmoderne scandent déjà qu'il faut la leur couper, hein, un slogan des féministes radicales des années 60. Mais l'immonde patriarcat qu'elle dénonce a encore pour principal crime sur la conscience de s'opposer à l'amour libre, qui dans l'imaginaire ambiant reste difficilement envisageable sans participation de ces partis qu'on appelle pourtant, de façon purement rhétorique encore, assectionnés. C'est à cette strate du pourrissement que remonte l'iconographie anticléricale, aujourd'hui parfaitement archaïque,
des Charlie Hebdo et autres Aufklärer attardés, entourant d'une détestation toute particulière l'Église catholique et ses règles de célibat. Donc ça, c'est l'extension du domaine de la pute, ou c'est ce que Tikkun avait appelé l'ère de la jeune fille industrielle, qui est aussi l'ère du plaisir, de ce que certains ont appelé le libéralisme libertaire. C'est mai 68. Et en réalité, cette réflexion, que ce soit celle de Tikkun d'ailleurs ou la mienne qui la recoupe, annonçait et expliquait le renversement du libéralisme libertaire, c'est-à-dire ce qu'on a vu se produire effectivement en mars 2020, c'est-à-dire ce moment où, et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron est comme d'habitude représentatif jusqu'à la caricature, puisque c'est lui-même qui est passé, je crois, en l'espace de 2 semaines, du tous en terrasse, qui lui-même avait des racines charlistes assez profondes. Hein. Défendons la liberté en savourant des demi en terrasse. Voilà. Et donc, on passe du tous en terrasse au tous protégé. Hein. Et donc, restez chez vous. Et donc, je conclus cette réflexion de la façon suivante. Du duel moderne de la maman et de la putain, comme des guerres du XXe siècle, et pour les mêmes raisons, c'est une troisième Laronne qui doit sortir vainqueur. La sainte Nitouche, fillette qui n'est l'aube d'aucune femme, paumée prophétisante, sainte anti-initiatique d'une religion immanente qui, après avoir longtemps avancé masquée derrière l'idéologie des droits humains, commence enfin à parler de plus en plus clairement de devoirs humains. Là, vous remarquerez que j'anticipais sur même des éléments de langage du gouvernement français, hein, par la voix de Gabriel Attal, etc., qui apparaîtraient 6 mois, un an et demi plus tard. Le réchauffement global est le péché originel des croyants de cette nouvelle église gnostique, commis contre leur déesse Gaïa et prêché sans indulgence aucune par une Sophia pas lascive pour un sou. Greta Thunberg, pour enfin la nommer, n'évoque pas vraiment la partouze. L'infra-pensée qu'elle incarne s'adresse déjà à la génération des paumés, qui n'enfanteront pour la plupart jamais, ou enfanteront l'enfant surunique de la famille monoparentale, entre guillemets, pour moi ce n'est pas une famille, hein, mais c'est l'expression utilisée, équivalent contre-initiatique de l'Immaculée Conception du Christ. Elle est cet enfant à qui tout est dû, cet enfant dont le malheur inné nous fixe hypnotiquement depuis les grands yeux bleus, pas babyloniens pour un sou, d'une jeune fille suédoise. La maman et la putain des 30 Glorieuses avaient en commun de consommer, d'inciter à consommer et de se laisser consommer. L'inconsommable Greta Thunberg, coagulation d'un imaginaire déflationniste, interdit et culpabilise la consommation. Effectivement, dans le contexte des grands discours sur le compteur de gaz et les peines de prison pour ceux qui oseront tourner trop leur thermostat, c'est assez savoureux. Plus question de décoloniser devant le lamentable spectacle soigneusement mis en scène de ces bougnoules fascisants brûlant notre forêt vierge. Les eurocrates parlent de l'Amazone comme de notre forêt. Hein, à ma connaissance, c'était au Brésil, mais bon, c'est pas grave. Visiblement, on appelle même de plus en plus clairement à recoloniser. Interdire, on le sent bien, ne va pas rester interdit très longtemps. Et là, j'anticipais hein, sur un mème qui a fait le tour d'Internet depuis et qui représente donc Daniel Cohn-Bendit à 20 ans avec Interdit d'interdire et Daniel Cohn-Bendit 50 ans plus tard, partisan de l'interdiction totale de tout. C'est aussi sous l'icône glaçante de Sainte Greta qu'on réalise le pénible anachronisme du mouvement MeToo, revanche opportuniste de pute sur le retour, agrippant un wagon de queue du Zeitgeist. Faute de transitionner à temps ou de s'établir comme Sainte Greta dans l'enfance éternelle d'un Asperger fièrement revendiqué comme super pouvoir, eh bien forcément, on attire le viol, tautologiquement hétérosexuel. Notez-vous ça, Poufias. Bon, on arrive à ton troisième livre qui vient de sortir. Donc, d'abord, le titre Covid. Pourquoi vous avez choisi cette orthographe? Et bien entendu, de quoi parle-t-il? L'orthographe du mot qui finalement a fourni son titre à cet ouvrage est évidemment un travestissement du mot, par ailleurs maintenant mondialement connu, quoique ses origines soient un peu mystérieuses,
est susceptible de diverses interprétations, d'ailleurs ésotériques. Bon, le mot Covid, bien. L'orthographe, cette orthographe, on va dire travestie, est elle-même un peu un signe des temps, parce que j'ai été amené à l'inventer et à m'en servir dans des conversations en ligne, avant tout sous l'influence de la censure, puisque un autre phénomène extrêmement intéressant et extrêmement révélateur de l'époque que nous vivons maintenant depuis bientôt 3 ans, il y avait eu des signes précurseurs, évidemment, notamment à partir des lois mémorielles françaises. Mais c'est le virage autoritaire du libéralisme, c'est-à-dire que ce que Dugin a appelé le libéralisme resté seul sur scène, hein, après 1945 et 1991, hein, chute du Troisième Reich, chute de l'Union soviétique, il n'y a plus que le libéralisme, et donc Fukuyama et Fujiwa, enfin la mondialisation heureuse, la fin de La l'histoire. fête de l'histoire. Fukuyama était un disciple de Hegel dans sa lecture cogévienne. Et puis, bon, alors simplement, problème, 11 septembre, multiplication des portiques de sécurité, invasion des grandes villes occidentales par des patrouilles mitrailleuses au point, et puis ensuite terrorisme, et encore terrorisme, et puis finalement pandémie plus ou moins imaginaire, mais en tout cas accompagnée d'un agenda de biosécurité, lui en tout cas parfaitement réel, etc., etc. Donc, ce virage autoritaire du libéralisme s'est traduit, entre autres, dans ce qui est aujourd'hui le principal forum d'échange d'idées, c'est-à-dire la communication électronique, les médias interactifs électroniques, s'est traduit donc par une non seulement réapparition, mais un durcissement accéléré au cours des 2 dernières années de la censure, laquelle, néanmoins, au vu des masses de textes à censurer, puisque qui dit média interactif dit qu'il y a pratiquement autant d'auteurs que d'internautes, au moins potentiellement. Donc, on a recours à des algorithmes qui censurent en se basant avant tout sur des mots-clés. Et donc, les internautes, on va dire, à pensée incorrecte, mais un tant soit peu débrouillards comme moi, ont très vite appris à contourner ces mots-clés qui attirent sur eux les foudres de l'algorithme. Voilà. Alors, dans un premier temps, c'était donc simplement un artifice de contournement de la censure, mais c'est là que ça devient intéressant. Peu à peu, je me suis rendu compte que finalement que le Covid, c'était beaucoup plus que le Covid, en réalité, c'était le petit nom de la grande réinitialisation. Ça, je l'avais compris dès l'hiver 2020-2021, c'est finalement le thème du magicien de Davos. Mais en allant un peu plus loin et en prenant un peu de recul, à partir du moment où je considérais la bataille politique comme perdue, hein, comme je l'ai dit, le référendum suisse marquant pour moi le tournant. En tournant dans le questionnement, la question de base, c'est évidemment de quoi Covid est le nom. Jusqu'au magicien de Davos, pour moi, Covid, à la question de quoi Covid est-il le nom, c'était une métonymie, une métaphore de la grande réinitialisation. Mais à partir, entre autres, de ce référendum suisse, dans le cadre de la réflexion qui mène donc au troisième tome de la trilogie, celui d'ailleurs qui m'a fait de manière assez hegelienne comprendre que les deux premiers constituaient justement les deux tomes d'une trilogie. Dans une logique hegelienne, il est assez logique que ce soit en écrivant le troisième qu'on se rende compte que les deux premiers, qu'ils forment avec les deux premiers une trilogie. Yeah. Quoique, évidemment, mais les critiques, enfin, les mauvaises langues s'empresseront de dire que comme j'en ai écrit que trois, finalement, voilà. Bon. Mais, et donc, à partir du référendum suisse, progressivement, et d'autres événements allant dans le même sens, peu à peu, je réalise que non, ce dont Covid est le nom, c'est quelque chose probablement, lato sensu, quelque chose de probablement encore beaucoup plus large et beaucoup plus ancien que simplement la grande réinitialisation, parce que la grande réinitialisation n'est pas non plus sortie du néant. Et en reprenant Hegel, notamment à la lumière de Kojève, j'ai commencé à comprendre de mieux en mieux, en réalité, d'où elle sortait, la grande réinitialisation, ou ce qu'on peut appeler l'idéologie de Davos, qui est finalement l'idéologie de la fin de l'histoire. Mais l'idéologie de la fin de l'histoire, c'est tout simplement le millénarisme occidental, c'est-à-dire que c'est l'idéologie occidentale elle-même, c'est ce que j'appelle souvent le mainstream idéologique occidental. Covid, finalement,
D'où les dates, d'ailleurs, qui constituent le sous-titre de l'ouvrage, hein, 1204 2020. Donc, ce sont des dates, comme toujours, hein, comme toutes les bornes historiques, ce sont des dates choisies de manière conventionnelle parce qu'elles correspondent à un événement qu'on considère comme particulièrement. Bon, dans l'histoire, en réalité, les choses se répartissent toujours, se diluent un peu sur des périodes en fait plus larges. Mais là, en l'occurrence, les deux événements qui pour moi sont vraiment des tournants, c'est le sac de Constantinople donc 1204, par lequel se solde, je crois, la quatrième croisade, je ne suis pas tout à fait sûr de la numérotation, en tout cas une croisade qui était comme d'habitude destinée à libérer les lieux saints, et puis qui finalement, tombant sur cette capitale de l'ancienne chrétienté, de la chrétienté du premier millénaire, la chrétienté de cette culture que Oswald Spengler a appelée la culture magique ou la culture arabe, la culture qui a précédé la culture occidentale, et ben, en tombant sur la capitale des concurrents dépassés, on se dit que bon, bah, finalement, il y a des ressources il y a des ressources à récupérer, hein. C'était déjà un peu Saddam Hussein, Bachar el-Assad, etc. Et que c'est ad maiorem Dei gloriam, hein, même si les jésuites n'existaient pas encore. Et de toute façon, comme ces gens-là ne sont pas vraiment des chrétiens, ben, on peut se le permettre. C'est un peu comme si on pillait une citadelle mahométane. Donc, pour moi, c'est quand même le moment le plus emblématique de la concrétisation du grand schisme et de la naissance du catholicisme, c'est-à-dire aussi de l'Occident que pour ma part je considère très largement comme le règne des intellectuels. Parce qu'effectivement, à partir du moment où il y a un Vatican qui, à l'origine, était plutôt censé avoir une fonction hiératique, rituelle, métaphysique, hein, le vicaire du Christ, la représentation terrestre. Bon. Mais où ce Vatican finalement devient une bureaucratie, tout ce qu'il y a de plus terrestre, qui peut lever des armées, parce que les croisades, c'est déjà ça, hein, c'est longtemps avant, les brigades internationales, le Comintern, maintenant les volontaires pour l'Ukraine, ou que sais-je. Et bon, le Vatican lève des armées, il les lève au nom d'une idée. Hein, c'est-à-dire que on ne participe pas à une croisade parce qu'on est français, parce qu'on est allemand, parce qu'on a telle ou telle loyauté féodale, parce que non, non, non. On y participe en tant que chrétien et en réalité très précisément en tant que catholique, voilà, pour réaliser les objectifs militaires du parti, hein, qui à l'époque s'appelle encore Église. Tout cela nous amène à mars 2020. Et mars 2020, c'est ce que Hegel et Kojève n'ont pas pu prévoir. Je renvoie sur ce point les auditeurs aux deux articles, même trois d'ailleurs bientôt, que j'ai consacré à ce point bien précis, c'est-à-dire le rôle d'Alexandre Kojève, etc., et qui ont été publiés très récemment par le site d'Égalité et Réconciliation. Covid donne raison à Hegel dans sa lecture kojévienne, mais en ajoutant quelques petites notes ou quelques petits commentaires marginaux, mais très très gênants du point de vue de leur théorie. L'un étant que, oui, vous avez raison, simplement ce que Hegel et Kojève après lui, ce que vous décrivez comme une nécessité historique à l'échelle de toute l'humanité, comme quelque chose qui était absolument inévitable déjà au moment des présocratiques et puis ensuite du siècle de Socrate tout ça, non, non, en réalité, ça commence bien plus tard, ça commence avec la naissance de l'Occident, donc ça n'est pas une nécessité historique humaine, c'est une nécessité historique occidentale. Et donc, ça, c'est la première petite note de désaccord, mais absolument essentielle. Et la seconde, c'est que, n'est-ce pas, pour Hegel, l'histoire prenait fin en 1608 sous les murs de Iéna, quand l'armée, donc issue de la Révolution française, l'armée de Napoléon, l'armée fondamentalement d'une république, même si elle devient impériale, maçonnique, moderne, défait les forces coalisées de l'ancien monde, de l'ancien régime. Bien. Alors ça n'a pas duré très très longtemps, parce qu'ensuite il y a eu Waterloo, et bon, voilà. Donc Hegel a dû se réadapter, changer son fusil d'épaule, dire que, ah ben non, tout compte fait, vous savez, l'État homogène et universel dont je vous parlais, c'était pas l'État napoléonien, c'était l'État prussien, parce que celui-là, il était encore, il fonctionnait encore au moment où, voilà, au moment où le rectificatif apparaît.
Il faut imaginer ensuite Hegel en 1918, il aurait à nouveau eu un problème. Mais bon, en tout cas, pour Hegel et même pour Kojève, qui un siècle plus tard, mais sauve en quelque sorte la thèse hegelienne en disant que non, vous savez, finalement Hegel avait quand même raison, tout ce qui s'est passé après 1806, c'est ce que lui a appelé le mopping up, c'est-à-dire quand on passe avec la serpillière, hein, mop en anglais. Donc c'est le coup de serpillière d'après la fiesta. En réalité, dans ce que Hegel appelle une dialectique historique, qui est en fait la dialectique des idées qui font l'histoire. Bon, puisque le hegélisme de ce point de vue-là, une forme d'idéalisme, même si on peut le contester dans l'analyse de Kojève. Eh bien, ce que matérialise la bataille de Iéna, c'est la victoire d'une idée. Donc, c'est l'idée de ce que moi, Dankovic, j'appelle le troisième Occident, l'Occident national démocratique. Et à partir de là, bon, il va encore y avoir un certain nombre d'événements, hein, de la guerre de Crimée, la Première Guerre mondiale, la Deuxième, le Vietnam, bon, voilà. Mais tout ça, finalement, alors en dépit de l'apparence phénoménologique, hein, de l'évidence sensible, en réalité, nous dit Kojève sans cligner des yeux, comme quoi le hégélisme est une forme aussi de religion sectaire. Non, tout ça, c'est pas très important. C'est important pour les gens qui le vivent. Hein. C'est quand vous cramez à Hiroshima ou que bon, d'accord. Mais en réalité, à l'histoire de l'échelle humaine, c'est pas si important que ça. Ce sont juste des conséquences retardées de la bataille de Iéna, parce que l'histoire a vraiment pris fin lors de la bataille de Iéna. Et d'une certaine manière, il y a une cohérence dans la thèse de Kojève. Si on considère que, par exemple, bon, la Première Guerre mondiale, comment est-ce qu'elle s'est soldée en termes de structure des régimes politiques, etc. Elle s'est soldée par quoi? Elle s'est avant tout soldée par l'élimination définitive des deux seuls empires théocratiques qui avaient survécu au XIXe siècle, qui étaient l'Empire ottoman doublé d'un califat islamique et l'Empire russe des tsars, qui était aussi, hein, avec l'idéologie de la deuxième Rome et pas de la troisième Rome, pardon, et donc du rôle théocratique, hein, finalement, du tsar. Donc le dernier empire ouvertement, je dirais même violemment antidémocratique, et ouvertement basé sur une idéologie de la transcendance qui était encore sur pied au début du XXe siècle. Et ben, la Première Guerre mondiale, finalement, a mis bon ordre à tout cela. Et donc, on peut dire au moins, alors bon, la deuxième déjà pose quelques problèmes supplémentaires du point de vue de la théorie de la lecture que produit Kojève de Hegel. Mais au moins, si on se place dans les années 20, on peut dire que, ben, voyez, finalement, c'est vrai. Or, les années 20, enfin 30 en l'occurrence, c'est l'époque justement des cours d'Alexandre Kojève à l'école des hautes études. Hein, donc, c'est assez logique. On peut se dire, oui, bah, écoutez, oui, voilà, vous voyez, en 1806, l'essentiel avait été dit, hein, c'est-à-dire le triomphe de l'État napoléonien. Alors, certes, Napoléon n'a pas si bien fini que ça, ni d'ailleurs son empire, voilà, mais voyez, vous revenez un siècle plus tard, enfin 120 ans, plus tard. Et effectivement, on va dire dans le monde un tant soit peu développé, le monde blanc, lato sensu, donc incluant voilà, l'Anatolie, le Moyen-Orient, bon, eh ben, il y a plus d'empire théocratique. Il n'y a plus que des républiques, alors plus ou moins démocratiques, avec des suffrages comme ci, comme ça, avec ou sans les femmes, avec bon, mais il n'y a plus que des républiques. Et donc, qu'est-ce qui définit avant tout une république? C'est pas le suffrage universel, c'est pas, non, c'est la Constitution. C'est-à-dire, exactement comme les monarchies britanniques, scandinaves, etc., étaient en quelque sorte révolutionnaires, appartenaient au troisième Occident, ce que moi j'appelle le troisième Occident, avaient fait leur bataille de Iéna avant même 1789. Pourquoi? Parce qu'elles étaient devenues constitutionnelles, hein, dès la Magna Carta britannique, etc. Donc, à partir du moment où tous les États ont une constitution, ou pratiquement tous les États, il y aura toujours une petite Corée du Nord, un petit Turkménistan, un truc comme ça, mais où l'immense majorité des États représentés dans le fameux concert des nations sont tous dotés d'une constitution, et ben voyez, Hegel, dans la lecture qu'en donne Kojève, avait raison, oui, c'est bien ce qui s'est passé. Le principe, hein, finalement, démocratique maçonnique l'a emporté. Ah oui, sauf que tout ça nous mène à mars 2020, alors tout le monde ne l'a pas remarqué, parce qu'il y a eu un effet de sidération, etc., mais du point de vue de l'histoire du droit, et ça a été assez bien souligné, et c'est heureusement encore, parce que c'est son rôle, c'est son métier, elle est là pour ça, c'est une juriste par Valérie Bugeaud, qui par ailleurs a dit un certain nombre
d'imbécilité, à mon avis, sur d'autres sujets, mais en tout cas, tant qu'il s'agit de l'histoire du droit, on peut lui faire confiance. C'est une juriste de grande classe et qui a fait remarquer, pas que elle, hein, en France, disons, entre autres elle, que, eh ben, vous savez, les constitutions civiques, ben, c'est fini, ils se sont assis dessus. Y compris d'ailleurs le sacro-saint principe fédéraliste du constitutionnalisme allemand, sur lequel Angela Merkel, on peut dire, a fait ses besoins, hein, avant d'être remplacée par cette espèce de gouvernement pastèque, là, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur, tout ça. Bon, voilà. Donc, ben, les constitutions, c'est fini, parce que maintenant, vous avez, et là, évidemment, je renvoie à Agamben, et puis à tout ce qu'avaient déjà prévu les situationnistes, hein, et de bord en tête dans ce domaine. Maintenant, à la place des constitutions, des États constitutionnels, vous avez l'état d'urgence permanent. Finalement, on pourrait dire que c'est la victoire posthume de Carl Schmitt, qui fait les délices de tant d'intellectuels libéraux, hein, de tant de dissidents français qui, je pense, n'avaient pas bien compris que le jour où ces idées-là arriveront au pouvoir, elles arriveront au pouvoir contre eux et pour les tuer. Mais bon, ça fait partie de ces petites surprises que vous ménage l'histoire. Et j'en terminerai en anticipant simplement sur la principale critique qui me sera adressée. Donc, on a bien compris que, en fait, je reprends la vision hegelienne de l'histoire et simplement j'ajoute je dis oui, mais vous savez, il manquait un épisode. Il s'est passé encore un truc en mars 2020 qui n'était pas prévu dans votre modèle, là, et c'est normal, puisque hein, d'un point de vue hegelien, la chouette s'envole au crépuscule. Donc, tant qu'on n'a pas vécu mars 2020, bon, je rappelle que Hegel est mort en 1832, je crois, un truc comme ça, Kojève en 1968, un mois après mai 68. Donc, il ne risquait pas effectivement de commenter mars 2020. Hein. De ce point de vue-là, j'ai aussi l'absolu non-mérite, hein, le pur privilège d'être né longtemps après eux. Bon, voilà. Et donc, vous voyez, finalement, vous aviez raison, mais vous aviez tort parce qu'il vous manquait un épisode. Et maintenant que l'épisode a eu lieu, bah là, moi, je vous le dis, là, pour le coup, c'est vraiment la fin. Mais en revanche, là aussi, je vais vous décevoir, c'est pas la fin de l'histoire humaine. Hein, je pense pas que l'Indonésie se sente extrêmement concernée par ces. Voilà. Là, c'est la fin de votre histoire à vous, c'est la fin du modèle occidental. Et évidemment, je m'attends d'ores et déjà, parce que c'est dans l'ordre des choses, si tu veux, c'était déjà le reproche adressé à Hegel. Donc, ça serait quand même, je serais moi-même vexé s'il m'était épargné. C'est qu'il va y avoir tout un tas de kantiens dans le meilleur des cas, hein, pour ceux qui lisent des bouquins quand même, et puis on va dire le menu fretin des sceptiques que j'emploie ici au sens philosophique, hein, évidemment, bon, qui vont venir et me parler de l'illusion rétrospective. Auquel a consacré d'assez bonnes pages, d'ailleurs, l'un des derniers, on va dire l'un des derniers sceptiques un peu de haut vol de la postmodernité, qui est le Libanais Nicolas Taleb, que moi, par ailleurs, je considère comme une sombre crapule, mais ça, c'est pas, enfin, bon, ça n'a pas d'importance de ce point de vue-là. Et donc, comme c'est bien expliqué chez Nicolas Taleb, n'est-ce pas, les rescapés des naufrages qui ont fait leur prière et qui ont effectivement survécu sont tous là pour le raconter, alors que ceux qui ont fait leur prière et qui se sont quand même noyés ne sont pas là pour le raconter. Et donc, bon, vous avez cette illusion rétrospective, et donc c'est ce qu'on a toujours opposé à Hegel, c'est-à-dire l'ustérone protérone, hein, confondre les conséquences et les finalités, et dire que bah, puisque ça s'est passé comme ça ne pouvait se passer que comme ça. C'est pas faux, c'est-à-dire c'est pour ça que je me permets de sacrifier un peu du temps aussi de mes auditeurs à évoquer cette question, parce qu'elle a un véritable intérêt philosophique. Et à vrai dire, c'est en réponse par avance à cette objection à laquelle je m'attends, que j'espère, à vrai dire, que je me suis permis, répondant à la première question de l'entretien, de lire ce petit passage extrait du premier tome de ma trilogie, donc de Yin, qui, je le rappelle, date au plus tard. Certains de ces textes étaient déjà écrits en 2018, mais la toute dernière mouture, ce que je peux prouver par des emails avec mon éditeur, etc., date des derniers mois de 2019. Donc, vous voyez, il y a peut-être un peu d'illusion finaliste, il y a peut-être un peu d'hystérone-protérone dans tout ça, allez savoir. Mais enfin, en tout cas, quand j'expliquais en parlant, en commentant la figure de Greta Thunberg, etc. Quand j'expliquais fin 2019 qu'on va bientôt passer de l'ère des droits à celle des devoirs, c'est-à-dire que j'anticipais littéralement les éléments de langage par la suite relayés au micro de BFM TV par Gabriel Attal,
Bah, disons que j'étais pas tellement dans le rétrospectif. On peut même dire que j'avais un peu d'avance sur mon temps. Voilà, la balle est dans le camp des détracteurs. Voilà. Ben, écoute, c'est la parole de la fin, donc. Je te remercie. On verra donc quand on fera la prochaine émission. De toute façon, les trois livres donc, de Modeste Schwartz, les liens seront dans le champ de description de cette vidéo. Et bon, et pour nos auditeurs, s'ils veulent nous aider, s'ils viennent de nous découvrir notre chaîne, ben, vous pouvez vous abonner et bien entendu nous soutenir en envoyant des dons. Je précise que les trois ouvrages sont commandables, sont disponibles, sont commandables sur le site donc, de mon éditeur Culture et Racines, à la fois séparément, mais aussi en groupe, puisque l'éditeur propose un tarif de groupe pour D'accord. ceux qui auraient, à mon avis, la très bonne idée de commander les trois, puisqu'après tout, c'est une trilogie, il y a une véritable, il y a une cohérence, même si moi-même, je ne l'avais pas remarqué au début de l'écriture de la trilogie. Et donc, Parfait. Alors, merci et à la prochaine. Au revoir.